Les mains derrière la tête, face contre terre. Tu m'entends? Zut! Le cri strident déchira le calme de l'après-midi comme une lame, imprégné non seulement d'autorité, mais aussi de mépris, de malice et d'une violence à peine contenue, enroulé et prêt à exploser. Il brisa le silence paisible d'une rue résidentielle tranquille bordée de chênes, un endroit où une telle scène n'aurait jamais dû se produire. Quelques instants plus tard, un bruit sourd résonna sur les pavés tandis que le corps d'un homme était projeté avec violence contre le trottoir froid. La douleur lui remonta le long de la colonne vertébrale comme un éclair, explosant dans ses épaules et ses bras, le forçant à serrer les mâchoires pour ne pas crier. Il ravala son gémissement, s'accrochant à son dernier souffle de dignité. « Que fais-tu à rôder ici? Tu espionnes la maison de quelqu'un pour la cambrioler? Ou est-ce que tu cherches quelque chose de plus important ?» Un genou, épais et rembourré par le tissu d'un uniforme de lycéen, s'enfonça sans pitié dans le bas de son dos, juste au-dessus de ses reins, plaquant sa poitrine au sol et forçant le souffle à sortir de ses poumons dans un sifflement haletant et brisé. Ses narines se remplirent de l'odeur aigre des feuilles de chêne mouillées par la pluie de la nuit, de la poussière soulevée par le trottoir et de la piqûre âcre de l'asphalte fraîchement posé à un mélange d'humiliation, de douleur et d'impuissance. Il sentit la morsure froide de l'acier se resserrer autour de son poignet droit, puis gauche. Les menottes étaient serrées si fort qu'elles faillirent lui entailler la peau, le faisant saigner. Qu'est-ce qui a déclenché cette scène terrible et surréaliste? Un latino d'une cinquantaine d'années, vêtu d'une simple tenue de jogging, en train de faire sa course de routine par un après-midi d'automne doré, est désormais traité comme un criminel dangereux, une menace, un homme traqué à quelques pas du quartier qu'il avait fièrement appelé chez lui pendant près de 10 ans. L'agent de lycée était jeune, blanc, avec un visage poupin. Mais ses yeux trahissaient une toute autre histoire, l'agressivité incontrôlée et l'arrogance de quelqu'un qui avait goûté au pouvoir trop tôt. Son regard était dur, inflexible, et sous lui couvait un préjugé sombre et profondément ancré. Un pied enfoncé dans le dos de l'homme, l'autre en appui, un glock pointé vers le sol, un doigt crispé sur la détente, prêt à tirer à la moindre résistance. S'agissait-il d'une erreur tragique, d'une regrettable erreur de jugement commise dans le feu de l'action? Ou était-ce le visage non filtré et indéniable d'une maladie plus profonde ou une maladie morale appelée racisme et abus de pouvoir, infectant les personnes même chargées de protéger la loi et la vie de ceux qu'elles ont juré de servir? Et qui était cet homme, maintenant allongé face contre terre dans la rue froide et impitoyable, humilié devant un monde qui ne connaîtra peut-être jamais son nom? Quelqu'un pourrait-il vraiment supporter cela sans se briser? Cette histoire, désormais si violente et si déchirante, avait commencé avec une normalité absolue, voire une monotonie, à peine 35 minutes plus tôt. C'était une journée d'automne parfaite dans la banlieue de Laredo, au Texas. Le ciel était clair et bleu, le soleil doux, et une brise fraîche emportait le parfum terreux des feuilles sèches. Le contre-amiral Manuel Manny Delgado, l'un des officiers les plus gradés et les plus respectés de la marine américaine, était enfin de retour. Il commandait une puissante flotte de combat articulée autour d'un porte-avions, une force capable d'une portée et d'une dissuasion mondiale. Après des mois en mer, à mener des exercices d'entraînement exténuants et des missions secrètes dans des eaux instables, Manny avait mérité l'un de ses rares jours de congé. Il le passait dans sa résidence privée de la Ladra, une banlieue aisée et sereine près de Laredo. Être chez lui, sentir la terre ferme sous ses pieds, respirer un air familier et accomplir les choses les plus ordinaires était pour lui un luxe, une bénédiction qu'il ne tenait jamais pour acquise. Cet après-midi-là, comme il le faisait depuis des années à chaque fois qu'il était en permission, Manny décida de faire une promenade. Un simple geste pour se dégourdir les jambes, se vider l'esprit et s'imprégner du calme de l'automne. Il portait un simple survêtement gris, sans grade ni insigne. Juste un sweat à capuche et un jogging. Ses chaussures étaient des New Balance usées, encore robustes et confortables. Dans ses oreilles, un petit casque sans fil diffusait un podcast sur l'histoire navale. Rien chez lui ne se démarquait. Rien ne laissait présager autre chose qu'un homme d'âge mûr en bonne santé, cherchant à rester en forme. Il mesurait environ 1,95 mètres et était imposant, mais ses mouvements étaient décontractés. À 53 ans, il restait en forme et discipliné, fruit de décennies de rigueur militaire. Ses cheveux étaient coupés courts, style Navy classique, grisonnant sur les tempes. Sa peau latino et ses traits fermes lui donnaient une allure calme et assurée tandis qu'il courait devant ses voisins promenant leurs chiens et leurs enfants jouant le long des ruelles pavées bordées de chênes majestueux. Il se trouvait à quelques centaines de mètres de chez lui, près du bout de l'avenue Vista del Sol, lorsque cela s'est produit. Une Ford Interceptor noire surgit soudain de nulle part, ses pneus crissant sur l'asphalte. Le silence de l'après-midi fut rompu.
2 agents blancs de lycée en sortirent. Le plus grand, mince et au visage frais, portait un badge sur lequel était inscrit « Officier Wilson ». Il semblait à peine sorti de l'académie. L'autre, plus petit mais plus large, avec un air renfrogné qui semblait gravé en permanence sur son visage, portait un badge sur lequel était écrit « Officier Jack Stevens ». Et « Arrête-toi ! Ne bouge pas !» hurla Wilson d'une voix sèche mais peu convaincante, toujours imprégné de l'empressement obséquieux d'un débutant qui tente de se donner l'air de quelqu'un qui maîtrise la situation. Manny s'arrêta. Calmement. Il retira son casque. Une lueur de confusion passa sur son visage. Il n'avait rien fait de mal. Sa voix grave et posée, habituée à s'adresser aux amiraux et aux chefs d'État, était polie et chaleureuse. « Y a-t-il un problème, officier ?» Stevens répondit, d'un ton suspicieux et teinté de dédain. « On nous a signalé quelque chose. Un citoyen inquiet dit que quelqu'un rôde dans le coin depuis des heures. Il surveille les maisons. Il prépare un cambriolage. » Son regard parcourut Manny, s'attardant sur sa peau et sa tenue décontractée, comme si ces 2 éléments à eux seuls le désignaient comme coupable. « Que fais-tu ici? Où habites-tu? » « Je suis juste en promenade, officier, » dit Manny, toujours poli mais sentant une ardeur monter lentement sous son calme. « Ma maison est juste là, au bout de la route 12. Au numéro 12, Vista del Sol. » Il désigna la grande maison en briques rouges à quelques pas. « Numéro 12, ricana Stevens, les lèvres pincées d'incrédulité. « Toi? Un homme comme toi vit dans ce manoir? Ne me mens pas. Peut-être es-tu le jardinier. Ou l'aide ménagère. Ça, je peux le croire. » Le racisme était flagrant. Brut. Démasqué. Manny fut pris d'une claque, mais il ne le laissa rien paraître. Il avait connu pire. Au combat, en politique, et même dans les conseils d'administration. Mais c'était personnel. C'était chez lui. Et le feu dans sa poitrine commença à bouillir. Pourtant, il a gardé son sang-froid. « Agent Stevens, » dit-il d'une voix froide, la chaleur remplacée par un sang-froid glacial, « je ne pense pas qu'il soit professionnel ni légal que vous portiez des accusations sur la base de mon apparence. Si vous avez besoin de vérifier mon identité, je serai ravi de vous présenter ma carte d'identité. » Stevens se hérissa. « Oh, alors maintenant, tu nous fais la leçon sur le professionnalisme, » s'exclama Wilson, impatient de soutenir son partenaire. « Tu te mets sur la défensive, hein? On a le droit d'interpeller quiconque nous paraît suspect. Et pour l'instant, tu es la personne la plus suspecte de tout le quartier. » Manny expira lentement. « Puis-je voir vos badges et numéros d'identification, messieurs les agents ?» demanda-t-il fermement mais poliment. Il voulait savoir à qui il avait affaire. Il voulait des documents. Des preuves. Cette demande simple et légale, raisonnable à tous égards, n'a fait qu'exaspérer davantage les officiers. Stevens s'avança, empiétant sur l'espace de Manny. Un acte délibéré. Une démonstration de domination. Un message, tu n'as rien à faire ici. Et nous allons nous assurer que tu le saches. Vous n'avez pas le droit d'exiger quoi que ce soit, vous comprenez, mon vieux, rétorqua l'officier d'un ton sec et dédaigneux. C'est nous qui posons les questions ici, et vous êtes censé répondre. Maintenant, je veux que vous répondiez honnêtement et immédiatement. Avez-vous un casier judiciaire? Portez-vous des armes ou de la drogue? Utilisez-vous un langage grossier ou désobligeant? Je n'ai aucune obligation de répondre à des questions aussi incriminantes et infondées sans la présence d'un avocat, répondit froidement Manny. Sa voix, désormais dénuée de toute retenue, glaçait l'air. Et certainement pas sans que vous ne présentiez des preuves concrètes que j'ai enfreint la loi. Je commençais à comprendre que cette situation était plus qu'un simple malentendu ou le résultat de l'incompétence de 2 officiers. Il y avait quelque chose de plus sombre en jeu, quelque chose de bien plus dangereux qui se cachait sous la surface. Sans obligation, ricana Stevens en serrant les dents. Laissez-moi vous montrer ce que signifie obéir à un officier de l'Isvertentia. Sans prévenir, l'agent Stevens pressa violemment la poitrine de Manny de ses 2 grandes mains rugueuses. La poussée fut si violente et soudaine que, malgré la robustesse de Manny et sa posture toujours vigilante, il trébucha en arrière. Il tituba quelques pas, essayant de retrouver son équilibre. Mais qu'est-ce que vous foutez, grogna Manny, sa patience finissant par craquer sous le poids de ce traitement déraisonnable et violent. Vous osez nous critiquer, aboya l'agent Wilson,
comme s'il venait de surprendre un dangereux fugitif. Puis les deux officiers, tels des limiers ayant flairé une proie, se jetèrent sur Manny avec une férocité débridée. Bien que Manny fût physiquement supérieur aux deux jeunes officiers et possédait une formation de combat d'élite perfectionnée par des années d'expérience auprès des Navy SEALs, il ne fit aucun geste pour résister. Il connaissait les enjeux. Sur le sol américain, résister aux forces de l'ordre, même lorsqu'elles étaient clairement en tort, ne ferait qu'aggraver la violence et justifier davantage leur brutalité. Mais sa retenue, son refus de riposter, furent mal interprétés par les deux officiers inexpérimentés et pleins de préjugés. Pour eux, son sang-froid n'était pas de la force, mais de la faiblesse, la peur. L'officier Stevens, manquant de véritable habileté et se contentant de manœuvres de combat de rue brutales, s'abattit bas et déséquilibra Manny, l'envoyant s'écraser sur les pavés. Et c'est à ce moment-là que la scène est revenue à l'image horrible du début, Manny au sol, les mains derrière la tête, le visage collé au trottoir. « Tu m'entends » Le cri triomphant et déchaîné de Stevens résonna aux oreilles de Manny. Le genou de l'officier pesait sur son dos avec une pression suffocante, rendant sa respiration difficile. Manny resta immobile, luttant pour contrôler sa respiration, endurant la douleur qui lui traversait le corps. Mais ce qui le faisait souffrir davantage que les bleus, c'était le cocktail amer d'humiliation et de fureur légitime qui le brûlait. De loin, je sentais le regard des voisins au curieux, prudent et, dans certains cas, légèrement compatissant. Certains filmaient déjà, téléphone en main, immortalisant l'instant où un latino suspect était arrêté par les agents de l'ICE. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans ce quartier habituellement calme et quelque peu isolé. « Comment t'appelles-tu » ? Dis-le-moi. Ne fais pas l'idiot, siffla l'agent Wilson en se penchant vers l'oreille de Manny. Son haleine empestait les cigarettes bon marché et le chewing-gum à la menthe. Manny resta silencieux quelques secondes, rassemblant ses dernières forces et sa dignité. Puis il parla. Malgré sa position douloureusement vulnérable, les mains menottées, le corps immobilisé, sa voix était imperturbable. Elle résonnait claire, aiguë et impérieuse. Il n'y avait aucune peur dans sa voix. Juste l'autorité calme d'un homme habitué à être obéi. C'était la voix de celui qui avait donné des ordres à des milliers de soldats d'élite. Une voix qui résonnait autrefois sur les ponts des navires de guerre les plus sophistiqués du monde. « Pour te dire qui je suis, » dit Manny, chaque mot délibéré, coupant la tension comme un couteau, je veux que tu comprennes une chose très clairement. Chacun de vos actes aujourd'hui ou de l'arrestation injustifiée d'un citoyen à l'usage excessif de la force contre un homme qui n'a pas résisté, en passant par les insultes haineuses et racistes, a été enregistré. Dans son intégralité. Dans les moindres détails. Non seulement par les caméras corporelles attachées à vos uniformes, mais aussi par au moins 5 ou 6 caméras de sécurité haute résolution installées par mes voisins dans ce même pâté de maison. Des gens que je connais personnellement. Des gens qui n'hésiteront pas à parler. Et vous, dit-il, la voix s'élevant légèrement, vous paierez un prix très élevé pour chacune de vos actions imprudentes et ignorantes d'aujourd'hui. Les officiers restèrent figés un instant. L'atmosphère changea, une prise de conscience brutale s'installa. Ils l'avaient sous-estimé. Ils s'attendaient à la peur, à la soumission. Au lieu de cela, ils furent accueillis par un calme inébranlable et une confiance terrifiante. De la part d'un homme qui, malgré son corps à terre et ses menottes, semblait détenir tout le pouvoir. « Vous osez nous menacer » gronda l'agent Stevens, essayant de retrouver sa domination passée. Mais sa voix était brisée par le malaise. « Pour qui diable te prends-tu ? Un avocat ? Un journaliste qui essaie de jouer. Plus qu'un avocat. Et certainement pas un journaliste, répondit Manny d'une voix désormais ferme et implacable. Maintenant, j'exige que vous appeliez vos supérieurs. Immédiatement. Appelez le lieutenant ou le capitaine responsable de votre service au commissariat de police du comté. Dites-leur que vous venez d'arrêter un homme nommé Manuel Delgado à l'angle de l'avenue Vista del Sol et de la rue Nogal. Et dites-leur qu'il ferait mieux de se préparer à une conversation très sérieuse avec quelqu'un. Quelqu'un de très, très important. Quelqu'un qu'ils ne veulent surtout pas mettre en colère. Il n'y avait aucune fausse note dans le ton de Manny. Ce n'était pas une menace, c'était une promesse. La certitude absolue dans sa voix provoqua un regard nerveux entre Wilson et Stevens. Une peur sincère se lisait sur leurs jeunes visages. Ils ne savaient pas qui était Manuel Delgado, mais quelque chose leur disait qu'il venait de commettre une erreur colossale. Quel genre de truc est-ce ? Balbutia Wilson, la voix désormais fragile, à peine cohérente. Il n'y a pas de piège, répondit froidement Manny.
C'est mon conseil sincère et peut-être le dernier, appelez vos supérieurs. Tout de suite. Avant que ce moment ne ruine toute votre carrière. Et croyez-moi, a-t-il ajouté, ce sera le cas. Très bientôt. L'agent Wilson hésita, puis jeta un nouveau coup d'œil à Stevens, cherchant un signe ou une permission silencieuse. Finalement, avec une réticence visible et une panique grandissante, il détacha la radio de sa ceinture. Il regarda une fois de plus Stevens, puis décrocha le combiné. « Capitaine Rodriguez », commença-t-il en essayant de calmer sa voix tremblante, « ici Wilson, indicatif 714. Nous sommes sur place à l'angle de l'avenue Vista del Sol et de la rue Nogal. Nous venons d'arrêter un homme latino pour comportement suspect dans un quartier résidentiel. Le suspect s'est d'abord montré peu coopératif et a refusé de répondre aux questions. Il s'est présenté comme étant Manuel Delgado. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Un long silence pesant. Puis, une soudaine explosion de rage paniquée jaillit du petit haut-parleur de la radio, suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. « Manuel Delgado ? Tu as la moindre idée de ce que tu viens de faire ? Tu es fou, Wilson ? Delgado est dans la marine américaine. Mon Dieu, reste là. Ne fais plus rien. Ne le touche plus. J'arrive tout de suite. Et il vaut mieux qu'il n'ait pas une égratignure, sinon on est tous finis. » La transmission radio s'est arrêtée brusquement. Stevens et Wilson se figèrent. Leurs visages étaient décolorés. On aurait dit qu'ils venaient de voir un fantôme. Puis ils se tournèrent lentement, ensemble, pour regarder l'homme qu'ils avaient menotté et poussé dans la poussière. L'homme qu'ils avaient insulté, agressé et renvoyé. Et une terreur profonde et paralysante commença à s'insinuer dans leurs os. « Tu es vraiment. » Manuel Delgado, murmura Stevens d'une voix rauque et brisée. Il n'était plus fier, plus maître de lui. Juste effrayé. Manny n'a rien dit. Il a attendu. Et le silence qui suivit fut plus puissant que n'importe quelle menace. Il savait que le travail était loin d'être terminé. Il venait à peine de commencer. Moins de 5 minutes plus tard, peut-être seulement 3 ou 4, une paire de voitures de patrouille supplémentaires et un SUV noir de jet élégant, sans marquage officialisé mais dégageant une autorité indéniable, sont arrivés sur les lieux à une vitesse terrifiante, ces feux d'urgence rouges et bleus clignotant sauvagement. Les lumières se reflétaient sur le plafond, créant une danse chaotique de couleurs qui brisait le silence du quartier endormi. La portière du SUV noir s'ouvrit presque aussitôt à l'arrêt. Un homme d'âge moyen en sortit, habillé en civil, mais sa présence imposante indiqua immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un observateur ordinaire. Il dégageait l'autorité aguerrie et le contrôle mesuré d'un officier de haut rang. Le suivait de près, le capitaine Rodriguez, qui venait de parler à l'agent Wilson par radio quelques instants plus tôt. Son visage était pâle comme un spectre, comme s'il avait complètement disparu. Il semblait au bord de l'évanouissement. L'homme en civil n'était autre que le directeur régional de l'ICE, Carlos Jiménez, un homme connu dans toute l'agence pour sa dureté, mais toujours juste. Sans même un regard pour Wilson ou Stevens, le directeur Jiménez les dépassa d'un pas rapide et résolu, presque au pas de course. Son regard était fixé devant lui, où le contre-amiral Manny Delgado gisait menotté, immobile, sur le pavé ciré. « Amiral Delgado » s'exclama-t-il, la voix brisée par l'horreur, le remords et une urgence à peine maîtrisée. « Mon Dieu! Mon Dieu! Que s'est-il passé ici ?» Se retournant rapidement, le directeur Jiménez fit un geste brusque et autoritaire en direction du capitaine Rodriguez, qui restait figé sur place comme un homme en état de choc. « Rodriguez, que fais-tu là » aboya-t-il. « Vite, enlève les menottes du contre-amiral. » Immédiatement. Rodriguez reprit brusquement ses esprits. Ses mains tremblaient tandis qu'il attrapait les clés accrochées à sa ceinture. Les doigts tremblants, il se précipita vers l'amiral tombé et ouvrit délicatement les menottes, la honte et l'incrédulité lisant son visage. Les agents Wilson et Stevens se tenaient en silence sur le côté, la tête baissée. Ils n'osaient pas lever les yeux, les épaules tendues, le corps tremblant comme des feuilles dans un vent froid. Ils savaient sans qu'on le leur ait dit que leur carrière, et peut-être même leur avenir, venait de connaître une fin tragique. Le réalisateur Jiménez s'est agenouillé à côté de Manny Delgado, l'aidant doucement à se relever, enlevant la saleté et les feuilles mortes de son survêtement bleu marine avec un soin respectueux. « Je suis sincèrement et profondément désolé pour cet incident honteux et totalement inacceptable », a-t-il déclaré d'une voix pleine de sincérité. « Je ne trouve même pas les mots pour exprimer mes remords.
Manny Delgado le regarda droit dans les yeux. Le regard de Jiménez était empli d'inquiétude, de honte et d'une imploration silencieuse de pardon. Malgré sa voix calme, il y avait une froideur dans son ton, une tension née de ce qu'il venait d'observer et peut-être d'années de pression, de frustration et de déception. Je pense, dit finalement Delgado, qu'il a beaucoup de choses à expliquer, pas seulement à moi, mais à tout le monde. Il fit un geste en direction de la communauté qui se rassemblait de plus en plus nombreuse. Des voisins étaient sortis de chez eux, chuchotant, murmurant, pointant du doigt. Leur regard se porta sur les agents Wilson et Stevens, leurs visages blêmes, leur corps tremblant, à peine capables de se tenir debout. Ces deux agents, a poursuivi Delgado, ont non seulement fait preuve d'un manque flagrant de professionnalisme et d'un abus de pouvoir flagrant, mais ils ont aussi révélé quelque chose de bien plus odieux, un racisme délibéré et répugnant. Est-ce là la norme de conduite que votre service d'immigration et d'immigration du comté applique, monsieur Jiménez? Le directeur Jiménez blêmit, son visage pâlissant encore davantage. Des gouttes de sueur froide perlèrent sur son front. Il se tourna lentement vers les deux agents déshonorés, et dans ses yeux brûlait maintenant un feu brûlant de rage et d'incrédulité. « Wilson! » Stevens, cria-t-il, sa voix résonnant dans les rues silencieuses. « Mais qu'est-ce que vous avez fait tous les deux ?» Sa voix résonna sur les murs, surprenant les spectateurs rassemblés, qui s'étaient rapprochés par curiosité. « Avez-vous une idée de qui vous venez d'attaquer? Qui vous venez d'agresser et de détenir illégalement? » Le poids de leurs actes commençait enfin à peser comme des chaînes de fer autour du cou des agents. Leur bêtise, leur cruauté, leur abus de pouvoir aveugle, tout cela avait désormais des conséquences. Ils comprirent trop tard que leurs actes irresponsables avaient déclenché non seulement un scandale personnel, mais une tempête nationale potentielle, susceptible de ternir l'ensemble du département de l'ICE et la réputation du gouvernement du comté. Le directeur Jiménez n'a pas attendu d'excuses, ne leur a pas donné la dignité d'une défense. « Capitaine » aboya-t-il à Rodriguez. « Déposez-leur immédiatement leurs armes, leurs badges et leurs accréditations. Suspendez-les indéfiniment sans solde en attendant une enquête approfondie. Et préparez les dossiers pour un transfert immédiat au département des enquêtes internes et au bureau du procureur général. » Il se tourna vers la foule rassemblée. « Aujourd'hui, je veux que cette affaire soit traitée avec la plus grande sévérité. Aucune clémence. Aucune dissimulation. » Deux inspecteurs en civil se dirigèrent rapidement vers Wilson et Stevens, les débarrassant de leur équipement. Les agents n'opposèrent aucune résistance. Ils étaient blêmes, muets, abattus. Les mains derrière le dos, ils furent conduits vers une autre voiture de patrouille comme des criminels. Leur courte carrière s'était terminée dans la honte humiliante, irréversible et publique. Le réalisateur Jiménez se tourna de nouveau vers Manny Delgado. Sa voix tremblait maintenant, non pas de rage, mais de chagrin. « Mes plus sincères excuses, amiral. J'ai failli à votre devoir envers vous et envers cette communauté. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour réparer cette injustice et faire en sorte qu'une telle chose ne se reproduise plus jamais. » Manny Delgado le fixa en silence. L'intensité de sa discipline militaire revint dans sa posture. Ses yeux se plissèrent, transperçant le réalisateur comme de l'acier. « Des excuses, dit-il doucement, sont nécessaires, mais elles ne suffisent jamais. » Il s'avança, parlant lentement, chaque mot étant choisi avec détermination et poids. « Je veux voir un vrai changement. Pas seulement des mots, pas seulement des regrets. Je veux voir une réforme concrète et significative dans la façon dont votre service recrute, forme, supervise et responsabilise ses agents. Je veux que chaque citoyen, quelle que soit sa race, sa couleur ou son statut social, soit traité avec la dignité et l'équité qu'il mérite. » Il marqua une pause, scrutant le quartier autour de lui. Les habitants s'attardaient encore sur leurs porches et leurs trottoirs, chuchotant entre eux, observant avec une admiration sourde. « Et croyez-moi, poursuivit Delgado d'un ton ferme, en tant que citoyen de ce comté et personne influente, je surveillerai chacun de mes pas. » Il se tourna vers Jiménez, la voix désormais teintée d'épuisement. « À moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter, je souhaite rentrer chez moi. Pour être honnête, cette journée a été profondément décevante et extrêmement épuisante. L'agression et l'arrestation illégale du contre-amiral Manuel Delgado de la marine américaine par deux agents blancs de l'ICE ont provoqué une onde de choc non seulement au sein de l'agence locale, mais aussi dans toute la chaîne de commandement, atteignant les plus hauts niveaux de l'armée, le ministère de la Justice et même la Maison-Blanche. Les agents Wilson et Stevens ont été rapidement licenciés. Peu après,
Ils ont été accusés de graves accusations fédérales, agression, violation des droits civiques et obstruction à la justice. Suite à leurs actes, la division de l'ICE du comté a fait l'objet d'une surveillance étroite, d'un audit complet et d'une surveillance fédérale stricte. La suite fut historique. Les protocoles de recrutement ont été remaniés. Une formation obligatoire sur les préjugés raciaux et les normes de recours à la force a été mise en œuvre à tous les niveaux. Un nouveau conseil de surveillance civile a été créé, doté d'un véritable pouvoir d'enquête et d'un engagement en faveur de la transparence. Pour Manny Delgado, cet incident a laissé une cicatrice amère. Un douloureux rappel que même ceux qui accèdent aux plus hautes fonctions et aux plus hautes distinctions de la société ne sont pas à l'abri de l'injustice. Mais il a refusé de se taire. Il a choisi d'élever la voix. Il a choisi d'user de son pouvoir. Non seulement pour exiger justice pour lui-même, mais aussi pour lutter pour le changement pour sa communauté, pour les personnes sans voix, pour les marginalisés. Car la dure vérité au cœur de cette tragédie était indéniable, nul, quel que soit son insigne ou son uniforme, n'est au-dessus des lois. Et aucune autorité ne devrait jamais être utilisée pour bafouer la dignité ou les droits d'autrui. Parfois, ce sont les plus discrets d'entre nous et les plus modestes, les oubliés qui détiennent la plus grande force. Ceux qui s'élèvent, non par colère, mais par détermination. Ceux qui suscitent des mouvements d'espoir et réclament le changement. Alors, réfléchissez maintenant. Que pensez-vous de la réponse de l'amiral Delgado? Son sang-froid, son exigence inébranlable de rendre des comptes, était-il l'arme la plus puissante qu'il aurait pu utiliser? Les conséquences subies par les agents Wilson et Stevens, ainsi que les réformes radicales qui ont suivi, suffisent-elles à restaurer la confiance du public dans le système judiciaire? Et enfin, cette histoire vous incite-t-elle à réfléchir plus profondément à la nature du véritable leadership, celui qui s'exprime avec audace, agit avec détermination et résiste sans broncher à l'injustice, quel qu'en soit le prix?